Camille Dessus, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc on va démarrer. Je pense qu'il y en a encore qui vont arriver en cours de route, mais le timing est quand même un petit peu serré, donc on va démarrer. D'abord, merci d'avoir répondu présent à ce quatrième Café des coachs sur un thème que vous avez plébiscité. Donc, je sais, pour vous connaître les uns les autres, que vous avez tous attaché beaucoup d'importance à l'individualisation du travail, que vous souhaitez accompagner vos athlètes dans leur singularité, que vous souhaitez respecter leurs préférences naturelles. Donc, vous êtes tous sensibilisés au thème d'aujourd'hui. Notamment aussi pour la prévention des blessures. Donc, je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. Pour ma part, il y a une trentaine d'années, j'ai travaillé avec Ralph Hippolyte, qui était sur l'équipe de France senior féminine, et qui déjà, il y a une trentaine d'années, me parlait de tests MBTI, de préférences motrices, de motivation profonde, etc. Donc, c'est pour dire que c'est quand même un thème qui existe depuis longtemps, mais qui aujourd'hui, en tout cas, avec le souci d'optimisation qu'on a, aujourd'hui, il prend tout son sens. Et donc, je tenais à vous présenter notre intervenante du jour, donc Jeanne Bernard. Jeanne Bernard est podologue, donc là aussi, c'est un métier qui aujourd'hui est incontournable dans le sport de haut niveau. Elle est donc également formée aux préférences motrices, notre sujet du jour. Et elle est également internationale de rugby à 13, ce qui fait qu'elle connaît les contraintes de la haute performance. Et elle intervient également sur des structures comme le pôle espoir de foot féminin à Blagnac. Donc, pour vous dire qu'elle connaît vos préoccupations, et je pense que c'était la personne idéale pour intervenir sur notre sujet du jour. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Je vous cède le micro et puis à tout à l'heure. Merci. Alors, normalement, je pense que c'est parti de celui-là. Il me semble. Si ça marche. Est-ce que tout le monde entend bien ou pas? Ça va? Bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai été sollicitée par Jacques Béraud pour faire une présentation sur les préférences motrices. Ça va être quelque chose d'un peu étayé. J'ai essayé de mettre de la vidéo. Ne connaissant pas le niveau de formation de chacun sur la thématique, j'ai essayé de faire simple sur la première approche. Et puis, on pourra après délayer un petit peu plus sur la zone de questions et le temps qu'on aura d'échange ensuite, si ça vous convient. J'avais... Ah, voilà. Je pense que j'ai peut-être trop cliqué. Non, c'est bon. J'avais prévu du coup une petite slide. Donc moi, je suis podologue depuis 2009, adhérente à l'ANPS, qui est l'Association nationale des podologues du sport, dont je suis coprésidente depuis l'année dernière. J'ai passé un DU de podologie du sport et j'ai commencé mes premières formations dans le domaine du sport en 2011. Dans le suivi du sportif au cabinet, ça faisait un petit bout de temps que j'entendais parler des préférences motrices. Et en 2018, j'ai fait ma première formation via le labo Volo d'Allen, qui est dirigé par Cyril Gindre, qui était un très proche collaborateur du coup de Ralph Hippolyte. Ralph s'étant spécialisé un peu plus sur le versant entreprise par la suite, après le développement de son concept, et puis Cyril Gindre un peu plus sur la prise en charge du sportif avec son laboratoire qui est basé en Suisse. Et en contrepartie de ma vie professionnelle, je suis sportive de haut niveau avec le rugby à 13, qui prend beaucoup de place dans mon quotidien depuis 2016 et dans lequel, du coup, je comprends l'intérêt de l'individualisation de la prise en charge. Hop. Donc, les préférences motrices, qu'est-ce que c'est? C'est devenu depuis quelque temps un gros sac fourre-tout dans lequel on peut mettre plein de choses. On peut parler de préférences motrices, préférences naturelles, préférences de mouvement. Alors, on peut l'étiqueter un peu comme on veut. En gros, la préférence motrice, c'est la définition de ce que nous sommes dans nos aptitudes, nos compétences physiques, mais pas que, puisqu'il y a un tas d'interactions avec le corps et l'esprit. On sait qu'on ne peut pas les dissocier dans le mouvement. Mais en tout cas, la préférence motrice, c'est ce qui est capable de fournir le corps dans le mouvement. Quel usage on peut en faire? C'est comprendre le fonctionnement de l'individu, puisque chacun va être amené à fonctionner de manière différente en fonction des situations. Le but, optimiser la performance, c'est ce qu'on recherche tous, c'est tirer le meilleur parti d'un athlète et être capable de l'amener au meilleur de lui-même. Développer ses compétences, puisqu'on sait que si on développe des points forts, on va aussi permettre d'éliminer ou d'élever certains points faibles. Moi, je préfère parler de compétences que de capacités, par exemple. Et révéler un potentiel, c'est-à-dire que parfois, on a des sportifs qui vont se retrouver en échec face à des situations. On va les amener par des biais différents à réaliser le geste, le mouvement, etc., juste parce qu'on va comprendre leur manière de fonctionner, leur manière d'appréhender la situation.
Sur les différents concepts de préférence motrice, du coup, alors il y a beaucoup de formations, d'organismes de formation qui se sont développés. Donc, Volodalen, Action Type, c'est Ralph Hippolyte, du coup, qui l'a monté. Nous, sur le côté podologique, par exemple, on a CE2 Formation qui a proposé maintenant de nouvelles formations à ce niveau-là, avec Anthony Bachelier qui a écrit un bouquin là-dessus, etc. Il y a beaucoup de choses et de littérature qui se font maintenant, et il était important, pour moi en tout cas, de dire qu'il y avait une ouverture globale là-dessus. Sur les différents paramètres des préférences motrices, globalement, si on doit le résumer de manière assez synthétique, c'est 4 lettres qui vont faire 16 combinaisons et qui vont nous permettre de donner des lectures croisées sur les compétences de l'individu, du sportif. Sur ces 4 lettres, la première, elle va concerner l'énergie, donc je détaillerai ensuite, les préférences d'appui ou d'équilibre, la respiration et la vision. En sachant que les combinaisons sont toujours à nuancer avec ce qu'on appelle les motivations profondes, donc c'est le côté un petit peu plus cognitif du sportif. Donc la première thématique, c'est l'énergie, donc c'est d'où je tire ma ressource. Est-ce que je suis plutôt en ressources internes ou en ressources externes? Et donc c'est ce qui va déterminer le côté introverti, extraverti. Donc l'introverti, c'est la première lettre des 4 qu'on peut retrouver, donc le I. Donc tire l'énergie de son monde intérieur, on va être plutôt réfléchi, calme et posé, sur une communication plutôt écrite, facilitée. En gros, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser souvent et de prendre un peu du temps pour lui en réflexion interne. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas quelqu'un qui sera apte à faire des sports collectifs, pas du tout, mais c'est dans sa manière de se ressourcer, de se retrouver. En contrepartie, l'extraverti, donc le E, lui va tirer son énergie du monde extérieur, donc le côté beaucoup plus sociable, qui va aimer l'interaction, la communication orale beaucoup plus facilitée. Il va avoir besoin pour se ressourcer d'aller tirer l'énergie avec le contact des autres pour s'ouvrir et se régénérer, entre guillemets. En fonction des situations, c'est quelque chose qui est à nuancer. C'est-à-dire quelqu'un d'extraverti peut se retrouver introverti de temps en temps et inversement. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation en fonction des situations dans lesquelles on va être. On ne peut pas étiqueter par rapport à une situation donnée un individu. C'est-à-dire que c'est vraiment une globalité. Donc, on pourra être extraverti, introverti ou ambiverti. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver un petit peu sur ces 2 versants en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve. On va rentrer un petit peu plus dans le côté intéressant et concret des choses. Donc, sur la problématique terrien-aérien, ça doit parler pas mal à certains. Nous, d'un point de vue podo, on va regarder le côté terrien-aérien. Alors là, je vous ai mis des petits effets loupe. En gros, sur le côté attaque du pied au sol. Ça ne peut pas se résumer qu'à ça. On va regarder également l'équilibre du tronc, etc. Mais en regardant des photos de sportifs, on peut déjà se faire une petite idée par rapport à leur attaque de pied, de la manière dont ils vont appréhender leur contact au sol. Et c'est ce qui va déterminer l'initiation de leur mouvement, et c'est ce qui va déterminer ce paramètre. Donc le terrien, il va avoir un mode de fonctionnement sur le mouvement qui va plutôt être en flexion, poussée et adduction. C'est-à-dire qu'on a un rapport au sol qui est très fort et un temps de contact avec le sol qui va être plus important que son temps d'oscillation dans son déplacement, quoi qu'il arrive. Hop. Voilà. Pour vous donner un petit visuel. Donc là, c'est une joueuse du pôle du foot, justement, qui est terrienne. Pourquoi est-ce que... Voilà, c'est toujours génial d'avoir des vidéos qui ne se remettent pas. Il fallait bien qu'il y ait un delta technique, hein, je suis désolée. Je m'excuse. Hop. Pas du tout. Alors, je voulais absolument que cette vidéo soit en continu et visiblement, la technique ne veut pas de moi. Hop. Voilà, ce qui m'intéresse en fait, c'est l'initiation du mouvement qui soit avec un démarrage de son mouvement par une flexion des genoux. Ça va déterminer en fait la qualité terrienne de son approche. C'est-à-dire que sur cet exercice-là, on lui avait demandé de faire la course le plus rapidement possible. Et on voit bien que la joueuse va initier son mouvement en passant par une flexion pour trouver sa stabilité au sol et pouvoir démarrer sa course par sa motricité à elle. Alors. Donc en pratique, le terrien, sur le côté course à pied, aura une foulée qui sera plus longue, plus linéaire. Je vous prie, partage d'écran. Allô.
pas. Voilà. Je suis bien sur la réunion pourtant. On est là, là, et là. Hop. Alors, je vais me permettre juste de le regarder là. Voilà, ça s'est mis comme ça. Tac. Voilà, on est bon. Normalement, le petit bandeau devrait. Voilà. Hop là. Voilà, donc sur la pratique, le terrien aura donc une foulée plus longue, plus linéaire, un déplacement vertical peu marqué. Ça va moins aller chercher le déplacement vers le haut. Il ira chercher loin devant dans sa poussée, loin derrière, en favorisant du coup un déplacement le plus linéaire possible. L'idée, c'est que le bassin va se déplacer le moins possible dans sa verticalité. C'est aussi une histoire d'économie d'énergie dans sa motricité à lui. Son point d'action forte, favorable, se fera donc dans son aire postérieure. C'est-à-dire que pour initier le mouvement, on va partir un petit peu sur l'arrière pour pouvoir engager vers l'avant. Ensuite, puisque le but, c'est quand même de se déplacer et de courir. Sur le versant aérien, donc qui est estampillé N sur les lettres des profils, on aura un mode de fonctionnement forcément inversé, donc sur une logique d'extension, de rebond et d'adduction. Bon, le temps d'oscillation sera donc plus important que le temps de contact au sol. L'idée, en fait, c'est vraiment de travailler comme une balle rebondissante. Et là, c'est assez marqué. Voilà, la joueuse, elle va venir sautiller vraiment pour s'activer, en fait, avant de produire son mouvement et son déplacement. C'est assez caractéristique sur les deux joueuses. En pratique, l'aérien aura donc une foulée plus courte, il ira chercher moins loin devant lui, un travail plus marqué sur l'avant du pied et un déplacement vertical beaucoup plus important. C'est vraiment cette notion de rebond, de frapper le sol qui va être intéressante. Ça ne veut pas dire que le terrien n'est pas capable de le faire, puisqu'on sait qu'à haut niveau, on a une plasticité dans la gestuelle qui est assez importante. Mais par contre, c'est-à-dire que dans l'optimisation et le travail vraiment poussé sur la capacité et la compétence individuelle, on va être vraiment sur deux choses un petit peu différentes si on va avoir des résultats optimums sur deux athlètes de profils différents. L'aérien, il ira donc chercher plus à l'aplomb de son bassin, il va frapper le sol pour transformer son déplacement vers l'avant. Donc, grosso modo, le terrien, il va engager un peu plus loin, chercher loin, tracter, et puis pousser très fort. L'aérien, il va venir bien plus, frapper, griffer. Donc, le point fort d'action de l'aérien sera dans l'air antérieur. Si on regarde des déplacements variés sur des sportifs, au-delà de la foulée, typiquement, on va se rendre compte qu'il y a une inflexion aussi du tronc qui va se faire. Le terrien, il aura tendance à mettre son tronc un petit peu plus en arrière pour initier un mouvement, là où l'aérien, du coup, va engager le tronc un petit peu plus vers l'avant également. Ça peut être transposable, du coup, sur beaucoup d'activités sportives et beaucoup de gestes techniques différents. Le troisième paramètre qui se détermine au niveau des profils moteurs, c'est la chaîne respiratoire préférentielle, donc l'inspiration et l'expiration. C'est quand est-ce qu'on va être capable de générer le plus de force en étant poumon plein ou poumon vide. Alors, je sais que techniquement, en fonction des sports d'où l'on vient, il y a des habitudes de travail, notamment sur le travail de force. On va plus facilement travailler poumon plein et puis expirer quand on va finir le mouvement, etc. Je pense que ça peut être nuancé effectivement en fonction des préférences de l'athlète avec lequel on travaille. Sur une chaîne d'inspiration forte, donc en fait, on va être capable de générer un tonus musculaire plus important quand les poumons seront pleins. Donc c'est vraiment, on verrouille, et si on fait un testing musculaire au moment où les poumons sont pleins et respiration bloquée, c'est là qu'on aura le plus de force chez les athlètes qui sont en préférence de chaîne d'inspiration. Donc le haut du corps va fonctionner sur une chaîne d'extension. Et donc, on va stimuler en termes de chaîne musculaire la chaîne postéro-antérieure. Donc, on va agir plus facilement sur ces profils-là, sur des inspirations fortes. On va initier le mouvement avec une inspiration, max de force poumon plein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on sera le joueur ou la joueuse, l'athlète,
qui sera sur une chaîne d'inspiration préférentielle, sera plus à l'aise pour prendre une décision de jeu lorsque le regard prend un point fixe, entre guillemets, c'est-à-dire que l'inspiration a la chaîne respiratoire est directement liée à la vision. C'est-à-dire quand on est sur une chaîne d'inspiration, on sait qu'on va fonctionner par point fixe pour pouvoir se déplacer. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de marcher, m'arrêter, je regarde pour pouvoir continuer mon mouvement, mais on va faire l'inspiration, va favoriser la somme de points fixes dans la vision pour pouvoir générer le mouvement. Je ne sais pas si je suis assez claire sur la prise informationnelle. Ça va ? Donc, en pratique, le joueur court prend l'info avant de recevoir le ballon. C'est-à-dire qu'il va initier son mouvement, regarder avant d'être capable de pouvoir interagir avec sa cible, ce qui est différent en chaîne d'expiration. Pour l'expire, donc c'est le testing elle-même, sauf qu'on va demander à la personne de se relâcher complètement et de travailler poumons vides. Le haut du corps, du coup, va présenter une chaîne de flexion. C'est assez logique, hein, quand on vide ses poumons, on va relâcher les épaules, on va plutôt être sur une rotation interne. Et donc, on va être sur une chaîne préférentielle de flexion haute ou antéro-postérieure. On agit dans l'expiration et on va initier le mouvement en expirant avec un max de force poumon vide. Alors, ça peut être assez intéressant sur des principes d'haltéro, par exemple, où certains athlètes ont plus de facilité à gérer leur équilibre quand les poumons vont être vides plutôt que pleins. Sur le côté vision, ça veut dire qu'on va être sur des athlètes qui vont travailler un peu plus sur la vision en balayage. Donc, ils vont avoir du mal à prendre un point fixe, ils vont prendre de l'information en balayant leur mouvement. On est sur une vision périphérique dominante. Et donc, en pratique, le joueur peut courir, prendre l'info et réceptionner son ballon. Ça ne veut pas dire qu'il va être plus rapide, c'est-à-dire qu'il va s'organiser dans sa coordination de manière un petit peu différente. On bascule sur le point vision pure. Alors, beaucoup connaissent l'œil directeur. Enfin, c'est un truc que tout le monde connaît globalement. Si vous voulez faire le petit test, c'est sympa. Et en fait, sur les préférences motrices, ce n'est pas de l'œil directeur dont on va parler, mais de l'œil moteur. Et c'est deux choses bien différentes. L'œil directeur, il va prendre la cible. Et l'œil radar, l'œil moteur, c'est ce qui va permettre de prendre les informations. Donc, c'est quel œil est plus apte à donner l'information de ce qui se passe dans le mouvement autour de nous. Donc, l'œil radar gauche, donc pas œil direct œil, radar, œil moteur. Donc, je perçois le mouvement, donc ma vision périphérique principale se fait avec mon œil gauche. On va dire que ces gens-là sont plutôt adaptatifs. C'est des gens qui, dans le quotidien, peuvent sembler un peu plus désorganisés, brouillons, travailler dans la précipitation tout en respectant des délais. Ils apprécient l'imprévu et sont un peu plus flexibles. En pratique, il y a beaucoup d'études qui sont sorties ces derniers temps, etc., sur cette notion d'œil radar, œil moteur, avec les histoires de projection sur le cerveau opposé, etc. C'est un petit peu remis en cause. J'en ai pas mal discuté avec un collègue qui est également orthoptiste de formation et qui, lui, le met beaucoup en relation avec aussi une histoire de netteté visuelle. Puisqu'en fait, l'œil radar et les cellules qui donnent l'information du mouvement au niveau de l'œil sont les bâtonnets. Je ne sais pas si tout le monde sait un peu comment fonctionne un œil. On a deux types de cellules dans l'œil. Un type de cellules, c'est les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est ceux qui captent le mouvement. C'est pour ça que d'ailleurs, certaines personnes qui sont malvoyantes arrivent quand même à percevoir du mouvement autour d'elles, puisqu'en fait, il y a cette perception avec une réfraction de la lumière qui se fait sur ces bâtonnets avec les mouvements. Et en fait, les bâtonnets sont aussi responsables un peu de la netteté visuelle. Donc, si on a une netteté visuelle qui est plus importante sur un œil, on va forcément préférer se servir de cet œil-là pour capter un maximum de mouvement et être le plus efficace. Ce test sur l'œil, il peut se faire assez facilement avec un cache-œil, par exemple, si on n'est pas capable de le déterminer facilement chez un athlète. C'est assez simple, on peut le faire travailler avec un cache-œil sur un œil et puis sur l'autre, et puis on voit comment est-ce qu'il réagit le mieux, ou en tout cas, comment est-ce que l'athlète vous donne son sentiment sur la situation. Si vous dites je suis beaucoup plus à l'aise quand j'ai l'œil gauche caché, bon, c'est-à-dire que l'œil moteur, ce sera l'œil droit, et inversement. C'est un paramètre qui est vraiment, à mon avis, plus qu'à tester, à déterminer avec les athlètes eux-mêmes, en discussion, et en test sur le terrain. En contrepartie, si on est sur un œil droit radar, on va percevoir le mouvement, du coup, la vision périphérique œil droit, et on va considérer qu'on est sur quelqu'un qui est un petit peu plus organisé, qui aime l'ordre de la structure, maîtriser un petit peu les événements, prendre des décisions, ça c'est sur le côté un petit peu plus cognitif.
En pratique, très concrètement, on sait que si on a un œil droit majoritaire sur sa vision périphérique, si on est fatigué, etc., ce sera quand même plus difficile d'être, on va dire, très efficient sur fond de fatigue, ou en tout cas très rapide sur ses capacités à gauche, par exemple. Ou alors, ça va demander une adaptation, tourner la tête, etc. J'ai perdu personne, ça va? Axial vertical ou radial horizontal. Alors, j'ai mis les deux thèmes parce qu'en fonction des écoles de formation, on va soit parler d'axial, de radial ou de vertical horizontal. Ça concerne en fait la préférence et l'aisance dans le sens du déplacement et le placement par rapport à la cible, le ballon, en tout cas le but à atteindre. Je nuance un tout petit peu cette capacité. Alors, pour détailler très rapidement, axial, c'est tout ce qui va se passer dans le couloir de face, et radial, c'est tout ce qui va se passer sur le latéral. C'est une notion qui est un petit peu à contrebalancer avec les longueurs de segments et les rapports entre membres supérieurs, membres inférieurs, tronc. Voilà, il faut vraiment le faire en... Je pense que c'est une des notions qu'on ne peut pas déterminer juste sur de l'observable pur. Il faut tester avec le sportif sur place pour être capable de vraiment déterminer ces paramètres-là. Parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau peuvent être des caméléons et clairement s'adapter à la demande qu'on a. Donc le vertical, donc celui qui est vraiment sur l'axe, là je vous ai mis une petite photo de Jonathan Vineski, qui est buteur. Donc face à sa cible, très clairement, sur des buteurs, c'est assez simple, hein, quand ils vont venir frapper dans le ballon, l'axial, il va venir engager son bassin face à sa cible. C'est ça qui l'intéresse. Ce sera pour lui un moyen beaucoup plus simple de coordonner son mouvement, il sera beaucoup plus efficace avec les éléments de l'espace qui sont dans son axe. Le test qui est assez simple à faire quand on a un sportif et qu'on veut le regarder, c'est de se mettre juste en face de lui. Si on a quelqu'un qui est axial, si on se met en face de lui et qu'on lui bloque son couloir direct, c'est quelqu'un qui va être très mal à l'aise, qui va chercher à faire un pas de recul, à se décaler pour se redégager en fait sa zone de déplacement dans l'axe. À l'inverse, le radial horizontal, lui, il aura besoin de se placer un petit peu de biais par rapport à sa cible pour être efficace, ou en tout cas optimiser sa coordination. Il sera plus à l'aise sur du placement latéral. Donc, le buteur, au lieu d'être vraiment face, va se mettre un petit peu de biais pour travailler et s'ouvrir l'espace visuel. A contrario du vertical, il va être très mal à l'aise quand il va y avoir quelqu'un sur les côtés. On peut se planter à côté de quelqu'un qui est horizontal. Si on vient lui coller l'épaule, ça va être très, très malaisant pour lui. Il va chercher à décaler, à réouvrir son couloir de déplacement latéral. La notion d'association-dissociation, c'est une des notions qui, pour moi, est une des plus importantes au niveau des préférences motrices. Elle est en fait issue de deux critères, enfin du croisement de deux critères sur les préférences. C'est la préférence d'appui et la préférence de chaîne respiratoire. L'association-dissociation, ça va concerner en fait la capacité de mobilisation des différentes ceintures, donc ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Et c'est au-delà de la notion de mobilité pure. Donc c'est un paramètre qu'il faut regarder avec beaucoup de justesse parce qu'on ne peut pas demander la même chose à deux athlètes en fonction de leurs difficultés en termes de mobilité. Mais par contre, on ne va clairement pas pouvoir demander la même chose à un associé et un dissocié. Donc l'associé sera toujours sur une mobilisation commune de la ceinture pelvienne et scapulaire, c'est-à-dire qu'il est incapable de faire un mouvement d'épaule sans faire un mouvement au niveau du bassin dans le même sens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et ce n'est pas un problème de mobilité, c'est-à-dire que si on lui demande de bouger, il est capable de bouger, il n'y a pas de restriction dans le mouvement, c'est vraiment sa motricité qui donne ce paramètre-là. Alors, c'est sûr que s'il bosse beaucoup en mobilité pure, il va être capable de vous blouser, il va être capable de venir chercher certains angles de travail. Mais globalement, si vous testez un associé, vous lui bloquez le bassin, vous lui demandez de tourner les épaules, vous allez sentir qu'il y a forcément une petite tension qui va se mettre au niveau du bassin. J'ai pris un exemple de golf pour ce paramètre-là parce que c'est un des gestes qui est assez parlant. Ça, c'est Bubba Watson. Et très clairement, sur l'initiation de son mouvement, on va se rendre compte que ses épaules bougent. Le bassin va bouger, mais en fait, il bouge surtout parce qu'il met une grosse flexion de genou. Et c'est ça qui lui ouvre la porte, en fait, à la mobilisation. Mais lui, sans ça,
vu qu'il a besoin de bouger son bassin, s'il ne plie pas son genou sur son swing, il va être incapable d'y aller et il va être en restriction pure. À la sortie du mouvement, comme on a de la flexion de genou, on a plus de mobilité. Voilà, c'est une petite vidéo avec des images. Hop. Et on va avoir une pseudo-dissociation, mais globalement, les deux ceintures vont toujours travailler dans le même sens. Il y en a une qui sera peut-être parfois un petit peu en retard suivant les mouvements qu'on peut lui demander. Après, c'est un sportif pro, donc pareil, il a une capacité technique qui est un petit peu différente et avec les travaux de mobilité associés. Le dissocié, donc lui, très clairement, on bouge, il n'y a pas de souci dans les deux sens. Et de la même manière, on peut bouger chez un dissocié, on peut lui demander de bouger le bassin sans bouger les épaules. Voilà, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Autant l'associé, il ne se passe rien, le dissocié va être capable de mobiliser les deux de manière complètement indépendante, dans un sens et dans l'autre. Le manque de mobilité, par contre, chez un dissocié peut le limiter dans sa capacité motrice. Et c'est là où c'est un paramètre qui est assez intéressant à regarder parce qu'un dissocié qui est complètement raide et qui a un blocage au niveau vertébral, typiquement, aura une restriction de mobilité, mais ce n'est pas une histoire de motricité pure. C'est vraiment une histoire structurelle. C'est un des plus grands dissociés pour le golf. Si on regarde sa rotation Ces 4 lettres et tous les paramètres qu'on a vus ensemble précédemment vont nous permettre de déterminer les aires préférentielles de mouvement. Alors moi, je suis podo, ça me parle beaucoup. L'idée, c'est de comprendre dans quelle zone de l'espace le sportif va être le plus à l'aise pour se déplacer, frapper, se positionner, pour faire face à la situation sportive dans laquelle il est. Il s'agit donc de permettre une meilleure compréhension de l'athlète et donc d'optimiser sa capacité à performer. Très clairement, si on prend du tennis, typiquement, on a des joueurs qui vont être très à l'aise avec des balles très loin sur le coup droit et d'autres qui vont être très à l'aise avec des balles qui vont prendre sur le corps. Et à contrario, on a des tennisman qui vont se retrouver complètement pétrifiés quand une balle va leur arriver directement dessus, qu'ils n'auront pas le temps de s'organiser parce que leur motricité ne leur permet pas de s'organiser dans cette zone-là. Et eux, on va falloir leur apprendre, du coup, ou gérer avec eux un déplacement, une anticipation pour être dans leur zone de confort sur leur mouvement. Au-delà des préférences, il y a des limites qui se posent aussi. Alors, j'en parlais tout à l'heure sur la mobilité, notamment sur les dissociés. On a d'autres limites qui vont se poser, donc physique, cognitive, et après, on a un problème de matériel aussi dans certains sports qui peut se poser. Sur l'aspect physique, je vais aborder la notion de morpho-anatomie ou et des morpho-préférences et les limites traumatiques. La limite traumatique, tout le monde la connaît, hein, dans le sport de haut niveau et dans une carrière sportive, on est tous amenés à se blesser, globalement, plus ou moins gravement, mais en tout cas, ça peut amener une nécessité de modification de la gestuelle pour pallier à la blessure. À une époque, Nadal était blessé et il a fallu qu'il réadapte ses coups, etc. De la même manière que sur un footeux, on va lui proposer d'autres types d'appuis au départ pour retrouver ses pleines sensations, etc. C'est une perpétuelle adaptation, il faut trouver des stratégies. Ça se discute aussi en fonction de la motricité du sportif, puisque en fonction de sa motricité de base et de l'endroit où il a été blessé, de la manière dont il récupère, on ne va pas forcément lui proposer les mêmes pistes de travail. Donc ça, c'est aussi intéressant toujours de le bosser avec les kinés, etc., les préparateurs physiques, pour avoir un bon check de la situation et proposer les meilleures possibilités. Même si je pense que le sportif de haut niveau est quand même bien conscient de ses capacités, de ses compétences, et a tout intérêt à être très intégré dans ces schémas-là, parce que c'est une bonne partie des cartes qu'il a en main pour pouvoir mieux récupérer. La morphopréférence. Alors, c'est un concept qui a été développé par Mathieu Toulza, qui est un collègue à moi, podologue du sport. Il est spécialiste des préférences motrices, il est préparateur physique également. C'est quelqu'un qui est très intéressant et qui, lui, a fait depuis quelques années le lien direct entre ce qu'on appelle la morpho-anatomie et les préférences motrices. Le concept de morpho-anatomie, c'est l'implication de la structure osseuse et musculaire dans la réalisation du mouvement. Très concrètement, quelqu'un qui a des bras très longs ne pourra pas faire le même mouvement, ou en tout cas pas de la même manière que quelqu'un qui a des bras très courts. Et pareil sur la longueur des segments jambiers. Et l'interaction entre les longueurs segmentaires
aura forcément un impact sur la manière de réaliser le mouvement. Donc lui, il a fait cette jonction-là, et clairement, on sait que la structure osseuse et musculaire peut être un biais à l'expression des préférences naturelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un profil moteur fixe, ça c'est quelque chose qui est vraiment déterminé par ce qu'on est, c'est notre carte d'identité motrice. Mais si notre structure osseuse et musculaire ne nous permet pas d'exprimer pleinement cette motricité, ben, il y a un biais, il faut réussir à dealer entre les deux, en fait. Et l'expression de ce qu'on est, les morphopréférences, ce qu'il exprime à ce niveau-là, c'est comment le corps deal entre ses préférences motrices et sa structure pour réaliser le mouvement. Donc les préférences motrices sont une pièce du puzzle, mais il y en a plein d'autres autour à prendre en considération. Le biais cognitif, alors il y a la limite de compréhension intellectuelle de l'individu. Je ne fais pas du tout de raccourci, mais on sait qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de compréhension et d'intellect sur les situations et les gestes qu'on va demander à reproduire. On n'a pas, même chez certains sportifs de haut niveau, parfois la conscience du corps et du corps dans l'espace et dans son mouvement n'est pas forcément très bonne. Et donc ça peut être une vraie limite à l'expression de la préférence et à la réalisation d'un mouvement. Et puis ensuite, il y a tout le biais cognitif avec ce qu'on appelle les motivations profondes. Donc c'est un autre versant des préférences motrices sur l'interaction avec le côté cérébral, entre guillemets, le carcan éducatif et les croyances. Parce que si un sportif, alors le côté croyance est pour moi quelque chose d'assez important, si un sportif, ça fait 25 ans qu'on lui explique qu'il faut qu'il se mette comme ça, qu'il tape comme ça dans sa balle, parce que c'est mieux, parce que c'est plus efficace, mais que lui, il serait juste plus à l'aise en se décalant et en prenant un peu plus de vent, ben, il va continuer de croire que parce que ça fait 25 ans qu'on lui dit qu'il faut faire comme ça, il sera tellement ancré dans cette croyance qu'il sera incapable d'aller chercher parfois même ce qu'il est capable, lui, de faire et de faire mieux, du coup, puisque ça lui correspond. Et ensuite, le matériel, c'est un des points moi, avec lequel je suis le plus confrontée au cabinet au quotidien. Alors, il y a les outils du sport qui ne sont pas toujours adaptés. Si on prend le golf, le club, la raquette de tennis, la batte au baseball, qui peut être peut-être individualisée d'un point de vue poids, équilibre, etc. L'arc, dans tous les sports, on peut être amené à travailler avec du matériel différent. Le conflit pied-chaussant, c'est un truc qui fait sens pour moi, mais une chaussure pas adaptée à la pratique sportive, ben, c'est un bon bout de la problématique souvent sur la capacité à réaliser les gestes. Si on n'est pas à l'aise dans ses baskets, l'expression est faite comme ça, mais en tout cas, ça marche forcément beaucoup moins bien. Et ensuite, en fonction des surfaces, on sait que des joueurs sont plus à l'aise en fonction des surfaces sur lesquelles ils vont jouer. Et bien forcément, ça a une incidence puisque le rapport au sol et l'information proprioceptive, musculaire, tout ce qui va en découler, et bien, donnera une expression différente de notre mouvement puisqu'on a des gens qui vont être plus à l'aise sur des terrains mous, d'autres sur des terrains secs, etc. Voilà, c'est vraiment le rapport au sol qui va jouer. J'ai choisi deux petits cas pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut regarder en termes d'observables sur le côté aérien, terrien, les défauts et puis les limites aussi qu'on va avoir. Alors, il y a des vidéos en vitesse rapide, puis ralentie, et puis ensuite avec les petites explications. Donc là, c'est la même vidéo mais au ralenti. Je vous laisse essayer de regarder vraiment tous les paramètres au niveau du mouvement. Elle est ralentie à 10% la vidéo, pour bien voir ce qui se passe. Ok. Oui, clair. ça figurait un coach d'haltéro, ça. Donc, en fait, sur le mouvement, on va se rendre compte que ça, c'est une joueuse de rugby à 13, dans le cadre de la préparation physique, donc qui travaille son squat. Et on va regarder, alors son profil moteur, elle est plutôt aérienne. Et en fait, on va s'en rendre compte par deux choses. Elle va engager au début du mouvement d'abord ses genoux puis son tronc vers l'avant. Et quand elle va partir en arrière, elle va se retrouver complètement déséquilibrée en arrière sur la fin de son squat parce qu'elle descend trop bas en fait par rapport à sa capacité de stabilisation. Elle va se retrouver complètement bloquée et déstabilisée. Et la fin du mouvement, c'est assez intéressant. Voilà, on la voit vraiment repartir vers l'avant. Hop,
et pousser et basculer le tronc et le bassin en avant pour se stabiliser. Elle va vraiment aller rechercher sa zone préférentielle de stabilisation. Être en arrière, pour elle, c'est un danger, c'est une sorte de survie presque à un moment donné. Hein, quand on se retrouve déséquilibré à l'inverse de sa préférence, on est presque sur le cerveau qui enclenche le mode SOS. On passe en mode survie et le but, c'est de trouver une solution pour se mettre dans le sens qui nous convient le mieux. Donc, elle, très clairement, c'est ça. Il y a un autre biais sur cette joueuse, c'est qu'elle a été blessée à la cheville droite. Et c'est pour ça que sur la vidéo, on la voit partir en arrière, essayer de soulager, chercher son côté gauche et pousser un petit peu plus sur le côté gauche en suivant. Voilà, c'est toute cette cinématique qu'il faut essayer de regarder, de décrypter chez vos athlètes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais on ne peut pas isoler sur une photo. Il faut vraiment essayer de prendre en globalité sur un mouvement, plusieurs mouvements et avoir tous les antécédents aussi du joueur. Parce que si on prend juste l'info en tant que telle, on pourrait dire elle a juste un squat dégueulasse. Elle a été déséquilibrée parce qu'elle n'est pas concentrée, on ne sait pas ce qui se passe, etc. À l'inverse, hop là, je vous le mets au ralenti. Un peu de temps à démarrer. Alors, au milieu de la vidéo, c'est pas arrêté, ne vous inquiétez pas, ça va mettre du temps à remonter. C'est interminable, mais ça remonte. Hop. Alors, le profil n'est pas très bon sur la vidéo, mais ça permet quand même bien de voir d'où parle l'initiation du mouvement. Est-ce qu'on va se rendre compte? Voilà, c'est que là, on est sur un profil terrien, et donc on va initier le mouvement en poussant les fesses en arrière, en cherchant en fait la zone postérieure, qui va être vecteur de stabilisation. Alors, sur du squat pur, ça va être un facteur facilitant, puisqu'on va avoir une mobilité qui est plus intéressante. Et puis, par contre, dès qu'il faut aller chercher un petit peu plus la pointe de pied, là, c'est beaucoup plus la difficulté. Et la remontée va être un tout petit peu plus dure puisqu'on cherche l'ancrage talon. Et à un moment donné, si on reste trop sur les talons, ça reste quand même compliqué. Sinon, on se fait embarquer avec la barre en arrière. Est-ce que tout le monde a réussi à voir la différence entre les deux vidéos et à comprendre les points de vue à ce niveau-là? Ouais. Hop là. Et maintenant, place aux questions. On a des micros pour les questions. Bonjour, Thomas, préparateur physique ici au Crêpes de Toulouse, ouais. En lien avec un papier également. Je voulais savoir, d'après ton vécu, ouais. ton expérience et ces connaissances que tu as sur les préférences motrices, quelle est pour toi la part d'inné et d'acquis dans l'acquisition d'un geste, son choix par rapport à une situation, et à quel moment on peut destiner quelqu'un à telle ou telle préférence motrice, il y a un âge de début lié à l'apprentissage moteur? Alors, je pense que le côté préférence motrice pure, c'est une histoire de carte mère. On est fait comme ça. Après, l'expression de ces préférences, elle est clairement liée au développement environnemental et aux différentes acquisitions qu'on va faire et la manière dont ça va nous être amené. Je reste persuadée que sur des sportifs de très bon niveau, très concrètement, il y a une plasticité parce qu'il y a une intelligence du mouvement chez eux qui est très importante. Donc, je reste persuadée qu'à 60-70%, moi, j'ai vu sur le pôle foot, par exemple, avec les filles, elles veulent tellement répondre à une attente qu'elles sont capables de se modifier, entre guillemets, de jouer les caméléons pour essayer de matcher le plus possible. Alors, il y a des profils qui sont aussi plus ou moins adaptables. On sait que les profils terriens en inspire et les aériens en expire sont globalement ceux qui sont le plus flexibles sur leur capacité motrice. Donc, eux, ils vont arriver à dealer un petit peu plus. De là à dire un pourcentage pur, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut
dans l'apprentissage, essayer de laisser un maximum le joueur ou l'athlète faire et essayer de voir ce qu'il est capable de faire dans une situation où il ne se sent pas observé. Parce que l'œil extérieur induit forcément une modification de la capacité gestuelle, de mon point de vue. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Est-ce que tu peux préciser ton attente Déjà, je reprends un peu sur le fait que pour toi, la spécificité, ou en tout cas, apporter une technique très vite à quelqu'un à une spécialisation, ce n'est pas la solution dans un développement de il faut le laisser faire, parce que on sait aussi que l'expression du profil moteur, elle se finalise sur la croissance, sur les fins de croissance, quand on a une maturité cérébrale et neuro qui est optimale. Est-ce qu'on a des données sur les choix moteurs effectués par rapport aux préférences motrices? Si c'est des choix qui sont liés à une technique, à une activité imposée qui ne correspondrait pas aux préférences motrices, est-ce qu'on a des données sur l'efficacité gestuelle par rapport à d'autres choix qui pourraient être ceux de l'athlète directement et qui sont peut-être un peu moins spécifiques à une activité pour une même efficacité de geste après? Tu comprends ou pas? Alors, si un coach a des jeunes, il a une façon de coacher, il a des méthodes d'entraînement. S'il continue ces mêmes méthodes d'entraînement sans prendre en compte les considérations de la tête, est-ce qu'on a à côté des études qui ont été faites sur un coach qui aurait changé ses méthodologies en prenant en compte les préférences motrices et en mettant un petit peu moins vers la spécificité de son activité? Quelle aurait été la réussite de chacun des Alors, des études scientifiques quantifiées, moi, j'en ai pas à ma connaissance. Je pense que c'est assez dur, parce que, enfin, même à mettre en place, au-delà de ça, parce que ça veut dire qu'on hypothèque la possibilité d'un sportif pour juste voir la quantification de résultats sur une modification d'entraînement. Globalement, du retour un peu empirique qu'on en a pour en discuter avec différents entraîneurs, préparateurs physiques, etc., on sait que si on diminue un petit peu la volonté technique du préparateur physique ou de l'entraîneur et qu'on laisse un petit peu plus de laxité à la réalisation du mouvement par l'athlète sans qu'il se mette en danger, parce qu'il y a cette limitation en considération, on a un meilleur rendement au niveau de l'activité. Une optimisation du potentiel. Après, ça reste très empirique, on est sur de l'humain. Et je pense qu'il y a une notion aussi de confiance, d'interaction, de ressenti, etc., qui va rentrer en ligne de compte, qui sont faits de toute façon dans la performance. Psychologiquement, ça n'est pas en pleine possession de ces moyens, ça marche moins bien aussi. Enfin, donc, il y a tellement d'interactions entre ces paramètres-là, je pense que c'est difficile de le quantifier réellement. Je pense que c'est plutôt des observables et une relation d'échange entre l'athlète et son entraîneur pour voir si ça fonctionne ou pas sur cette méthodologie. Mais scientifiquement, je n'ai pas vu d'études passées à ce niveau-là. Voilà. Je sais qu'il y a des études qui sont faites sur le paramètre de la vision, par exemple, sur les histoires de projection œil gauche, cerveau droit, etc. Ça s'est pas mal remis en cause ces derniers temps. Mais sur des quantifications de résultats, j'en ai. Après, je pense que c'est une histoire de boîte à outils. Il ne faut pas prendre les préférences motrices comme une arme ultime. Ce n'est pas parce qu'on a les préférences motrices qu'on va tout résoudre, mais c'est un outil supplémentaire dans la mallette d'un entraîneur, d'un prépa physique à ce niveau-là. Oui, bonjour. Bonjour. Serge Bossel, je suis formateur en STAPS en licence en entraînement sportif et en master. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était relativement clair. Ça a permis de voir aussi, y compris par la réponse que vous avez faite à la question qui a été posée, que ce n'est pas un modèle absolu. Non. Et que justement, c'est une boîte d'outils au sens où ça permet de peut-être creuser un petit peu, de poser des questions et qu'il n'y a pas quelque chose d'établi une fois pour toutes. Et déjà, avec le terme de préférence, est-ce que la préférence est un choix volontaire ou est-ce que c'est un partenaire qui fait qu'on est formé comme ça, on est construit comme ça? Et il y a en quelque sorte une problématique de l'autonomie de l'athlète par rapport à ça, sa façon de faire, est-ce qu'il doit suivre finalement ce qui le constitue ou s'appliquer à suivre une technique qui serait plutôt extérieure? C'est une problématique qui va être assez importante dans le cadre de l'accompagnement de l'athlète, parce que finalement, cette problématique des préférences, on est dans le coaching, on est dans l'accompagnement, bien sûr, notamment dans la problématique de
réaliser une technique en particulier. Moi, j'ai lancé à l'origine entraîneur d'athlétisme. Ouais. J'ai passé pas mal d'années en cadre un peu d'espoir et une de mes difficultés dans les travaux qui sont apparus, c'est que les études de Gérard, de Michel, etc., tous ces collègues qui travaillent chez Mondial, ils ont analysé les courses de coureurs athlètes, mais ils se sont cantonnés à des zones de vitesse qui sont des vitesses de demi-fond. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas interrogé les techniques de course au-delà de 20 km/h. 20-22 km/h, c'est des bonnes vélos. Dès qu'on est sur le sprint, on s'aperçoit que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus comme ça. À l'intérieur, il n'y a plus qu'une seule technique qui est efficace pour la locomotion de l'athlète de très haut niveau. Et donc, c'est là que je m'interroge, je ne sais pas la réponse. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une zone intermédiaire où certains sont encore terriens parce que de toute façon, ils n'iront jamais à très grande vitesse? Ou est-ce que les aériens, ce sont ceux seulement qui iront à très grande vitesse parce qu'ils ont finalement des pouvoirs moteurs qui sont adaptés à ces sprints de niveau? Ou est-ce qu'il faut absolument supprimer certaines préférences motrices pour transformer l'athlète et qu'il soit capable d'aller bien plus vite que ce qu'il n'est capable de monter? Oui, si je comprends. Alors, c'est qu'au-delà du jargon, c'est du modèle. Nous, on disait autrefois, les cycles antérieurs, cycles postérieurs, des activités comme ça de course, qui correspondent à finalement des choses que l'on puisse tracter, pousser, vérifier, etc. C'est très très bien. Aujourd'hui, c'est formalisé comme ça. Et je n'arrive pas à percevoir l'utilité réelle de ces analyses quand on veut vraiment pousser des sportifs à produire les plus grandes vitesses, par exemple. On prend simplement l'exemple pour aider quelqu'un qui serait finalement plutôt terrien, visiblement pas véritablement doté d'outils permettant d'aller très très vite, on peut dire comme ça. Comment on fait pour travailler avec ces athlètes-là? Est-ce que finalement c'est fichu pour eux? Non, alors ou je pense qu'on peut au contraire dire on va sélectionner avec eux que des gamins aériens, parce que là peut-être qu'on a un budget qui nous permettra de faire des sprinteurs à l'avenir. Alors, je pense que c'est très réducteur et c'est pas négatif ce que je dis, mais on ne peut pas réduire un critère terrien-aérien à une histoire de. Là, je l'ai un peu résumé comme ça, mais c'est un peu plus global, effectivement. On ne peut pas dire je suis terrien parce que j'attaque talon et je suis aérien, j'attaque avant-pied. Donc, forcément, si j'attaque avant-pied et que je suis aérien, je vais courir plus vite que quelqu'un qui attaque talon. C'est plus une notion de comment je vais me positionner dans l'espace pour démarrer mon mouvement. Quelle est ma capacité forte et comment est-ce que je peux courir? Alors, c'est vrai que sur du sprint pur, on n'a jamais vu un mec en sprint courir sur les talons, ça ne marche pas. Par contre, on a vu des profils de course étant plus ou moins en flexion assise ou vraiment engagés sur un tronc en avant, et pour autant, les deux vont pouvoir courir aussi vite. La préférence motrice, pour moi, c'est un outil qui peut permettre d'individualiser la préparation, ce n'est pas ce qui va déterminer la performance. C'est vraiment pas le dernier étage, mais dans la pyramide, on va dire, du mouvement et de la capacité, on va avoir l'énergétique pure, parce que de toute façon, si on n'a pas des fibres musculaires qui sont capables de courir vite, on ne courra jamais vite. Ensuite, il y a la structure, donc musculaire, osseuse, tendineuse, etc., au-delà de la capacité énergétique. Il y a un truc qui s'appelle les réflexes archaïques, je ne sais pas si ça parle à certains. C'est des réflexes de survie qu'on a petits, qui sont présents quand on est nourrisson pour une sorte de survie. Alors à l'époque, c'était dans le monde sauvage, etc. Mais en tout cas, c'est des réflexes qui sont primordiaux et qui sont bien prioritaires face aux préférences, puisque c'est vraiment une histoire de réflexes. Donc, si on a des réflexes qui sont encore très actifs, ils seront de toute façon prioritaires, même si la préférence motrice n'est pas dans le sens du réflexe. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, la préférence motrice, c'est vraiment le dernier étage de la perf et du mouvement pour un sportif. Si on en vient à catégoriser, à dire tous les gamins qui sont aériens, on va les prendre pour faire du sprint, et puis tous les terriens, on va les garder pour faire du trail ultra long, ça ne va pas marcher parce qu'en fait, quand on regarde finalement sur les perfs purs, on a des morphologies qui sont différentes, des profils moteurs qui sont différents dans toutes les activités et à très haut niveau. À une époque, les Chinois l'avaient fait pour préparer leurs JO. Ils avaient profilé les types en disant toi, tu es comme ça marche bien, tu vas faire, etc. Ça marche à court terme, mais finalement, il y a toute la notion cognitive de motivation, etc., qui rentre en ligne de compte aussi. Donc, on ne peut pas dire un aérien va forcément courir plus vite.
un terrien va courir moins vite. On sait qu'effectivement, sur des vitesses stabilisées, c'est ça que Cyril Jeune avait voulu montrer, c'est qu'à des vitesses stabilisées moyennes et à énergétique, enfin, à dépense énergétique et consommation d'oxygène équivalente, le mouvement peut être différent. Voilà, c'est pas le mouvement c'est juste la manière d'initier le mouvement. Après, c'est sûr que je pense que si on regarde des départs de sprint, on va avoir des coureurs qui vont être plutôt positionnés dans les starts avec des épaules plus antérieures, d'autres un peu plus assis, etc. Et c'est peut-être là-dessus que c'est intéressant de regarder les préférences motrices pour pas formater une position de départ ou un positionnement de tronc, etc. dans une course, plutôt que de dire attaque forcément avant-pied, puisque sur du sprint, on est très clair que le talon, c'est quand même pas très confort, quoi, en termes de vibration. Inefficace aussi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bonjour, Dominique, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que les préférences motrices de l'avantage, au moins on voit l'égal des vidéos, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le manque de technique. Ah bah, est-ce que justement, est-ce que d'un point de vue technique, ce qu'on peut voir, parce que ça sur la motrice, c'est pareil, est-ce que justement, si en amont, je sais que les sports ne sont pas très performants là-dessus, s'ils avaient une balance beaucoup plus technique qu'un athlète, puisqu'à un moment donné, on court et c'est pas de l'athlète, est-ce que justement les performances motrices ne seraient pas modifiées? Parce que là, les athlètes, ils seraient peut-être dans le corps fort, non pas par rapport aux performances motrices, mais par rapport à leur potentiel musculaire du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait du sprinter par exemple, ouais. Quelqu'un qui va très vite à un moment donné, pourquoi il vient s'asseoir? Souvent parce qu'il n'a pas la force pour résister à l'écrasement au moment de la prise. Oui. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas forcément, alors il va trouver la meilleure adaptation du mouvement pour s'adapter. Ce n'est pas forcément la meilleure de point de vue technique, peut-être que sa préférence, c'est adapté par rapport à un confort. Oui, complètement. Bah, c'est le charme de l'athlète aussi, entre guillemets, c'est qu'on a ses compétences, on a la situation et on a l'urgence du moment, quoi. Et c'est répondre à une situation à un instant donné en fonction de sa boîte à outils à soi. Et comment est-ce qu'on est capable d'y répondre en fonction de ses capacités musculaires, articulaires, etc. Mais je suis assez d'accord que c'est pour ça que la préférence motrice, pour moi, c'est vraiment un outil en plus et ce n'est pas quelque chose qui doit faire foi ou qui doit être dogmatique. On ne peut pas ne se baser que là-dessus pour évaluer, intégrer, dire là, il y a du potentiel, là, il n'y en a pas, là, ça ne marche pas, etc. C'est, à mon avis, plus un outil à prendre en considération quand on est en situation de buter qu'un truc qui ne fonctionne pas, quand on a une blessure répétitive à un moment donné sur un geste technique, etc. Bah, si on a vérifié la technique, la capacité musculaire, la capacité articulaire et qu'on est toujours dans l'échec à ce niveau-là, c'est peut-être un petit truc à regarder en disant peut-être que ça peut être l'outil qui va débloquer la situation dans ce contexte-là. J'ai répondu? Mais on est d'accord que la structure musculaire, typiquement, effectivement, elle est importante et qu'un athlète qui n'est pas préparé, en sport co, c'est clair qu'on n'apprend pas à courir. Et pareil pour la prépa physique, hein, là on le voit effectivement, c'est la première vidéo, c'est une coéquipière de club avec qui je fais la prépa physique. C'était l'une des premières séances de squat. C'est très compliqué. Après, l'idée, c'est aussi de dire il y a la technique du mouvement pour ne pas se mettre en danger. Et puis, la réalisation propre du mouvement en capacité d'individualité, c'est là où la limite de mobilité rentre en ligne de compte, la capacité de compréhension du mouvement, etc. etc. Enfin, c'est un tas de wagons, à mon avis, qu'il faut accrocher les uns après les autres et qu'on peut intervertir en fonction des situations pour trouver les solutions. Ça répond pas? Oui? Non? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, c'est est-ce qu'il y a un éventuel lien entre ces préférences motrices et d'éventuelles préférences bioénergétiques sur le niveau de max plus élevé sur différents profils, différentes préférences motrices. En termes de capacité de performance? Voilà, est-ce que si, par exemple, les plus aériens auraient de meilleurs avantages dans différents profils bioénergétiques?
Alors, moi, je ne suis pas forcément calée sur les profils bioénergétiques. Ce que je sais par contre, et ce qu'on a beaucoup regardé avec pas mal de collègues et sur du profilage global, c'est qu'à haut niveau, sur du sport co, on va retrouver tout type de profil. Aussi bien du terrien en expire que de l'aérien en inspire, et que des deux catégories intermédiaires, terrien inspire et aérien expire. Il y a des sports qui sont plus forcément propices à des facilités de mouvement. Sur du golf, typiquement, on va trouver plus de dissociés que d'associés, parce que c'est le mouvement qui l'implique. De là à dire que des profils purs, que le profil a une incidence sur la capacité bioénergétique, je ne pense pas qu'on puisse le réduire à ça. Mais du coup, on servir de ces profils dans des sports qui sont peu techniques comme les nôtres, ou ça se retrouve comment? Alors, je pense que ça peut avoir une incidence, par exemple, sur le vélo avec un réglage, sur le réglage du vélo, sur une longueur de cintre, sur une hauteur de cintre, un recul de selle, pour favoriser un appui peut-être un petit peu différent au niveau de la cale, etc. Si je peux apporter un élément complémentaire de réponse, on a quelques idées sur ça pourrait être un niveau physiologique, mais aussi au niveau traumatologique. Par exemple, des profils aériens sont plutôt des gens qui passent plus de temps en vol. Ils sont beaucoup plus sur des tendons, des fascias. Exactement. Et sur des profils plus explosifs. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt dans le sol, avec un travail musculaire plus intense et plus prolongé, aura un profil autre, moins sur l'instant, moins sur ce qu'on pourrait trouver sur le côté aérien, mais beaucoup plus sur la scène musculaire, un métabolisme différent. On voit aussi qu'au niveau de la traumatologie, quand on est plutôt sur les tendons, les fascias, les blessures vont se situer à différents endroits, souvent un peu plus bas. La scie plantaire, comme dans la cheville, qui sera inflammée, ça pourra aller jusqu'au mollet, voire presque jusqu'au genou. Pour tout ce qui est musculaire, on montera beaucoup plus haut, avec des blessures même jusqu'aux hanches et au bas du dos. Donc il y a pour moi quelque chose à aller chercher un petit peu plus dans la littérature et faire des liens entre ces profils moteurs, ces préférences motrices, et ce que ça pourrait nous apporter comme indication supplémentaire en termes de métabolisme, en termes de choix moteur sur le moment et en termes de façon de réaliser les tâches, donc mécaniquement, de sollicitation et de Du coup, par rapport à ce qu'on a fait sur la question, si on entraîne sur le côté opposé de sa préférence motrice, ce qui est cherché parfois sur des coureurs qui sont plus endurants mais moins explosifs, plus de risques de blessure et il faudrait limiter tout ça. Pour moi, ça va pas on parle de préférence motrice, on va comprendre en terminologie et les préférences motrices, c'est préférentiel, principal, secondaire, l'une à l'autre. Ce que disait Dominique, c'est qu'on peut être en train de courir plus facilement sur l'avant-pied et à un moment, parce qu'on ne supporte plus certaines contraintes, on change sa technique. On l'a fait inconsciemment, parce que sur le moment, c'est la réponse qui compte. Et sauf que si on s'entraîne que dans une seule technique, on renforce un point fort et on peut être encore plus efficient sur ce moment-là. Mais on n'a pas prévu la défaillance, la déficience, la surcontrainte pour l'athlète et on ne lui a pas permis aussi d'être bon sur l'autre moment où il sera un peu plus relation. Tu peux avoir deux options. Aller chercher via ce qui est préférence motrice à augmenter les points forts ou être sûr que je cherche à combler les déficits. À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus sur la littérature pour ça, mais tu peux pour moi aller chercher à augmenter les deux pour éviter d'avoir des points faibles trop bas et puis pour aussi augmenter ce qui fait la caractéristique du point. Bonjour, Gilles Dosquet, entraîneur pour le France Lyon. Une des problématiques, c'est d'associer les sportifs en équipage. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à associer des athlètes qui auraient les mêmes préférences motrices ou au contraire de les combiner? C'est une très bonne question. J'aurais tendance, je ne pense pas qu'il y ait de consensus scientifique là-dessus, en tout cas d'études qui aient été faites. De mon point de vue expérimental, de l'avis que j'ai en formation, de ce que je regarde en club, en équipe et même de mon vécu sportif
ce qui m'arrive quand même d'observer mes coéquipières et de regarder ce qui se passe, les profils opposés ne se comprennent pas ou ont du mal à se comprendre. On a un aérien qui est en inspiration, va être quelqu'un qui aura du mal à comprendre le flegmatisme d'un terrien en expire, par exemple, qui va trouver un peu trop mou dans son approche des choses. Ce n'est pas pour autant qu'il sera moins performant sur ce qu'il fait, mais en tout cas, l'approche sera un petit peu différente. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant de regarder, en tout cas, plutôt que de dire, est-ce que si on associe les deux, ça fonctionne, peut-être d'essayer de regarder en profilant ce qui a fonctionné et de faire des interconnexions en disant pourquoi est-ce que ces deux-là, ça a bien fonctionné et d'y aller peut-être de manière un petit peu plus empirique. Mais de profiler, de dire parce que les deux sont comme ça va bien fonctionner, je pense qu'il y a d'autres choses, des paramètres qui sont un petit peu plus individuels à regarder d'un point de vue match aussi sur de l'équipage. On sait qu'on travaille en binôme, donc s'ils ne peuvent pas se supporter, c'est quand même difficile de ramener ensemble. Enfin voilà, il y a des choses que je ne vais pas vous apprendre à ce niveau-là. Mais la combinaison de profils peut être quelque chose d'intéressant effectivement sur la manière d'aborder le mouvement. Deux profils complètement opposés auront plus de mal à se comprendre puisqu'ils ne vont pas initier et faire le mouvement de la même manière. Ouais. Ouais, complètement. On peut... Sur les profils MBTI, ça va encore un petit peu plus loin. Il y a du sous-séquençage qui se fait sur les profils. Et on sait qu'effectivement, il y a des incompréhensions aussi bien psychologiques que mécaniques de réalisation du mouvement. Enfin, c'est sûr que s'il y en a un qui va tirer beaucoup plus fort au niveau du haut du buste et puis l'autre qui va pousser beaucoup plus dans les jambes, il va y avoir, même si le mouvement reste le même, la manière de le faire et la synchronisation ne sera pas optimale. C'est ce qu'on cherche dans votre activité, si je ne me trompe pas. C'est ce qui paraît en ressortir. J'ai une question, en fonction des disciplines, des prédominances ou pas, les collègues, est-ce que vous percevez des effets du point de vue stérien, la majorité de carrière ou l'inverse, la majorité de carrière? Je vais reprendre ce que disait Serge Roussel. Moi, je suis des sauteurs, en fait, votre majorité des sauteurs. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont sauteurs qu'ils viennent comme ça? On s'est aperçu sur des études, par exemple, que sur certains sauts, il n'y a que des athlètes qui, au niveau international, qui font des études supérieures. Bien sûr. Aussi les licences. C'est sûr qu'il y a des disciplines qui vont favoriser certains profils. Enfin, on ne fera pas sauter un saut en hauteur. Oui, tout à fait, mais même sur le point de vue morphologique. Oui. À un moment donné, les podologues ont pu corriger des problèmes, des problèmes podologiques. Souvent, on va compenser en retrouvant, en disant que si on a des équilibrés, on va faire équilibrer. C'est catastrophique. Il faut savoir à un moment donné, même si ça l'appelle, essayer d'être le plus efficient. Quand Thomas tout à l'heure parlait éventuellement de compenser les points faibles, par exemple, on sait très bien que dans les épreuves combinées, ce n'est pas en augmentant et en progressant sur les points faibles que le bilan total monte. C'est justement en continuant à progresser sur les points forts et en limitant les points faibles que les performances augmentent. J'aurais pu tendance à dire que les points forts, il faut continuer à les développer pour aller au max de possibilités et limiter sur les points faibles plutôt que d'essayer de mettre l'accent sur vraiment les points faibles qui seront au détriment des points forts. Alors, je suis assez d'accord sur le point de vue de performance athlée. Par contre, si on se prend d'autres activités comme des sports multidirectionnels, et si on prend une logique un petit peu plus segmentaire, un athlète qui a un super quadri, c'est très bien, mais s'il a un ischio qui vaut 0, il a un genou flingue. Enfin voilà. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Après, bien sûr, sur les épreuves combinées, c'est sûr que d'aller gratter 5 points sur là où on est mauvais plutôt que d'en gagner 15 là où on est très bon, le ratio comptable, il s'explique. La question ne se pose pas. C'est sûr qu'il y a des disciplines où on va avoir des profils qui sont, et des morphologies favorables à la réalisation de certains mouvements. Et après, si en plus on a une préférence qui s'ajoute à la morphologie, etc., c'est jackpot, quoi. C'est sûr que c'est d'autant plus simple.
Bonjour. Bonjour. J'ai été 15 donc je voulais savoir à quel âge il est pertinent de commencer à regarder les préférences motrices pour travailler sur elles, en plus d'améliorer la performance. Vous avez parlé de fin d'adolescence, est-ce que vous pouvez faire avant? Est-ce que c'est pertinent? Alors, je pense que ça peut être pertinent un peu plus tôt. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pertinent à partir du moment où on a une maturation totale du système neuro, puisque du coup, on a des capacités informationnelles, chaîne montante, chaîne descendante, qui sont optimales. C'est là que tout se fait. Et à partir du moment où toutes les bases de la motricité sont acquises. Donc, à mon avis, ça devient pertinent 9, 10, 11 ans, enfin, quand les premières détections vont arriver, suivant les sports. De commencer à profiler un gamin de 4 ans, il est déjà tellement en deal avec son équilibre, prendre les paramètres de l'espace avant de réaliser son mouvement que lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de ne pas se casser la figure, quoi. À mon avis, 9, 12, 9, 10, ça commence à être intéressant. Si on veut vraiment être optimal, on va sur du 13, 14, 15, parce que là, on est en pleine possession de ses mouvements, de ses moyens en termes de motricité et d'apprentissage en plus. Non, parce que la préférence, on sait par contre que c'est quelque chose qui est clairement intrinsèque. En tout cas, c'est ce qui est donné aujourd'hui au niveau des études à ce niveau-là. Alors évidemment, sur le côté vision, si on dit un borgne d'un œil, ça va changer, mais si on prend la base, on va dire l'origine de la personne en termes de motricité, ce n'est pas quelque chose qui bouge. Merci Jeanne pour ton invitation. Je vous invite donc à venir partager le repas au CEF là-bas. Comme d'habitude, on passe sur la carte 621 pour ceux qui peuvent nous accompagner et on mange quand on rentre dans le CEF. On va tout au fond à gauche pour se retrouver sur une grande table pour pouvoir prendre le repas ensemble et continuer d'échanger. Un petit rendez-vous le 20 juin. Vous allez recevoir rapidement un mail, mais le 20 juin, il y aura la restitution des travaux qui ont été menés avec les pôles de travaux de recherche qui ont été menés sur les 3 CREPS, CREPS de Montpellier, CREPS de Font-Romeu et Numanici. Donc voilà, vous pouvez déjà noter ça sur vos agendas, ce sera le 20 juin de 10h30 à 12h30. On l'avait déjà fait l'année dernière pour ceux qui étaient présents, cette restitution de travaux, et donc ça sera un nouveau conditionné le 20 juin. Voilà. Merci encore Jeanne. Merci à vous. À tout de suite pour ceux qui nous accompagnent au repas.